Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine élection présidentielle en Mauritanie, l'opposition est en colère. Les résultats affichés sur les pages Facebook de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à la suite du premier tour des élections présidentielles, annonce une victoire du général Ghazouani, le candidat du parti au pouvoir. Des résultats vivement contestés par des partisans de l'opposition, une vague de protestations observée dans le pays. On va en Éthiopie, dans la corne est, où Kouta Manké qui s'est déroulé dans le Ténénion, le responsable présumé abattu par la police, le chef présumé du coup d'État raté samedi dernier dans la région éthiopienne d'Amara, a été abattu par la police. Le général des brigades Assaminou Tigé, qui aurait donc été en fuite et avait été emprisonné en 2008 pour une tentative similaire contre le gouvernement fédéral, mais a été libéré lorsque le Premier ministre Abiy était arrivé au pouvoir. Et donc, en page sportive de ce magazine, le coup d'envoi donc de la CAN a été donné vendredi dernier en Égypte, la compétition qui a débuté le 21 juin et qui s'achève dans le 19 juillet prochain, a débuté vendredi par un match d'ouverture qui opposait le pays organisateur au Zimbabwe. Le score à l'issue de ce match était de 1-0 en faveur des Pharaons d'Égypte, et aujourd'hui le groupe F entre donc en compétition avec deux matchs, Cameroun, Guinée-Bissau et donc Ghana-Bénin. Avec nous ce soir dans ce studio, il s'appelle Olivier Touzolana. Qui est-il? Pourquoi il est là ce soir? On va en savoir davantage ce soir. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Olivier Touzolana, apparemment, est avec son fan club, c'est ça? C'est ça. Il est venu accompagné de son chargé. C'est quoi ce chargé de communication, communication? Il va se présenter, oui, c'est ça. Il est quoi? Moi, c'est Malcolm Burtin-Mentor et j'accompagne Olivier. Je sais pas, faut lui demander pourquoi. Ah, il ne sait pas. Ce que j'ai entendu en préparant cette émission, c'est que c'est lui qui gère ou qui gérerait donc effectivement la communication d'Olivier. Et Olivier Touzolana, donc il est agent de foot, il parlera ce soir des événements qu'il organise avec son association 8 Foot. Et dans la rubrique littéraire, nous recevons donc comme d'habitude Charlène Ngota, qu'on ne présente plus. Bonsoir Charlène. Bonsoir à tous. Charlène. Donc oui, Pas très timide, heureuse d'être là. Pas timide quand même, Charlène. Non, pas du tout. Ouais. Très heureuse d'être là comme d'habitude pour ce dernier mardi du mois, où aujourd'hui on parlera justement du livre de Michelle Obama, comme je l'avais annoncé le mois dernier, et des raisons pour lesquelles justement il faudrait lire ce livre à tout prix. Donc voilà, le décor est implanté. Pour vous donner un peu une image, pour ceux qui ne nous écoutent pas, Charlène est habillée en jolie robe pagne, comme on dit. Et c'est quoi cette coiffure, Charlène? C'est les rastas ou les nattes? Ben, en fait, c'est un mélange de rasta et de natte. C'est une coiffure qu'on retrouve beaucoup plus en fait sur les femmes de Namibie. Et j'ai voulu leur faire honneur ce mois-ci en me tressant comme elle avec des perles qui rappellent un peu la robe aussi que je porte aujourd'hui. Donc, toute colorée, comme je vous le disais, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Pour vous dire merci, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous? On va regarder du côté de la technique. Je rappelle donc, pour préparer ce magazine, qui nous ont bénéficié de la collaboration d'une jeune journaliste stagiaire, Aline Nga Etems, qui nous vient donc en fait de l'ISPA. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations sur l'Afrique et ses diasporas. Soyez donc les bienvenus. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
On va donc en titre, en fait, en Éthiopie, le chef présumé du coup d'État raté samedi dernier dans la région éthiopienne dont Damara a été abattu par la police. Le général de brigade Assaminu Tigre, donc, qui aurait été en fuite, avait été emprisonné en 2008 pour une tentative similaire contre le gouvernement fédéral, mais a été libéré lorsque le Premier ministre Abiy donc, est arrivé au pouvoir. 4 autres hauts responsables, dont le chef de l'armée, ont été tués alors qu'ils contrecarraient donc la tentative du coup d'État, ont déclaré des responsables. Avec nous pour nous accompagner tout au long de cette émission, il s'appelle Olivier Touzolana, les cofondateurs de l'association WeFoot, une association qui anime donc, qui aime les jeunes et les accompagne donc, les jeunes amateurs donc, et les accompagne à intégrer des clubs professionnels en France et à l'étranger. Olivier Touzolana, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce que vous faites. L'association existe depuis combien de temps? Alors en fait, l'association, elle est très jeune, l'association WeFoot, depuis quelques mois. Mais ça fait déjà depuis plusieurs années qu'on est, entre guillemets, en train d'essayer d'aider les jeunes joueurs amateurs à intégrer des clubs professionnels. Donc on a déjà un certain nombre de joueurs avec lesquels on travaille qui sont devenus professionnels, qui sont issus donc, du coin et d'ailleurs, qu'on a pu aider à intégrer des structures professionnelles. Et à partir de là, on a décidé avec 3 autres personnes de fonder une petite association pour aller plus loin et justement essayer de se développer plus. On va découvrir tout au long de ce magazine en fait votre projet associatif, votre projet sportif. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi avoir choisi d'aider ces jeunes. Quand on parle d'aider, ça consiste à quoi concrètement? Alors quand on parle d'aider, en fait le mot le plus approprié ce serait accompagner, parce qu'on va faire vraiment un accompagnement au niveau des jeunes. Pourquoi aider les jeunes? Parce que nous déjà on est des jeunes de banlieue pour la plupart. Et le fait de voir des jeunes rien faire en bas des cités, etc., c'est des choses qui, entre guillemets, nous révoltaient un petit peu. Et on s'est dit, qu'est-ce qui nous rassemble avec ces jeunes-là? C'est le sport. Le football, parce que c'est le sport le plus populaire. Tout le monde a tapé un peu en bas d'un ballon. Et on a vu qu'on a fait un constat. Il y avait énormément de jeunes qui avaient ce rêve-là de devenir professionnels en regardant la télé. Surtout là, notamment avec l'effet Coupe du Monde. Et on sait que c'est possible. Après, la difficulté pour ces jeunes-là, c'est l'accompagnement donc, des parents qui étaient des fois inexistants. Et donc, alors, on y va fort là, on tape sur les parents directement et les parents sont inexistants. C'est les orphelins ou... Non, j'ai dit l'accompagnement des parents parce qu'il y a des parents comme nous qui travaillent, qui ont c'est des familles pour la plupart qui sont nombreux. Donc les parents, malheureusement, ils ne peuvent pas se démultiplier, accompagner au foot, amener l'autre à la gym, être au travail, faire les courses. Les parents, ils sont là, ils font leur rôle d'éducateur, mais ils ne peuvent pas accompagner au match. Et ça, on le voit beaucoup dans les clubs amateurs. Il y a souvent des problèmes pour les accompagnements. Ils n'arrivent pas, des fois, et moi j'en ai été victime, on a eu des matchs qui étaient annulés parce qu'on n'avait pas assez de parents pour pouvoir nous amener. Après, les parents, ils travaillent, ils ne peuvent pas se déplacer sur les matchs pour prendre le temps de nous accompagner, malheureusement. Je veux comprendre, vous avez joué au foot vous-même? Moi, j'ai joué au foot aussi, ouais, c'est pour ça que... À quel niveau? J'ai joué jusqu'à 18 ans et un niveau en dessous du plus haut niveau de France en fait. C'est-à-dire, on n'a rien compris là. C'est-à-dire, c'était quoi, CFA, première division? Alors pour expliquer tout simplement, donc il y a des catégories. Le plus haut niveau, c'est le championnat de France. En dessous, il y a le niveau Ligue avec la Ligue Honneur, la Ligue, et en dessous il y a la promotion d'excellence, et en dessous après on est au niveau district. C'est le niveau le plus bas, le niveau du district. Et donc, pour revenir à vous, parce que là, c'est pas toujours évident de parler de soi, pour revenir à votre projet, quand vous dites accompagner, l'accompagnement, qui sont les jeunes que vous accompagnez? Nous, on va accompagner tout type de joueurs à partir de l'âge de 10 ans, on va dire. Donc, accompagnement aussi bien scolaire, parce qu'on essaie de faire un accompagnement déjà dans la vie, et aussi au niveau sportif, c'est-à-dire les orienter vers les études en leur faisant comprendre que bien sûr, vouloir être professionnel, c'est très important, mais que le plus important aujourd'hui, c'est quand même les études et surtout comprendre en fait leur projet d'études. Parce que notre objectif aussi, c'est pas de dire aux enfants allez à l'école juste pour aller à l'école et créer des futurs chômeurs, mais aller à l'école en ayant un objectif et savoir déjà quel est votre but et pourquoi je vais à l'école, pourquoi j'étudie, et ça permet aussi de les orienter vers des professions et des métiers utiles et qu'ils auront envie de faire.
Et quand vous dites que vous accompagnez, parce qu'on sait que c'est quand même pas évident d'accompagner un jeune à cet âge-là, surtout qu'il faut être outillé. Et quels sont les profils qu'on retrouve? Est-ce que c'est juste des volontaires? Parce que seule la volonté ne suffit pas, ça on le sait. Qui sont ceux qui font partie de votre équipe, votre staff en fait, pour accompagner ces jeunes? Alors de mon staff, il y a donc une personne qui s'appelle Cédric, c'est un papa, un père de famille qui vit à Chaponneau. Il a 2 enfants qui sont à Lyon-Duchère aussi, des jumeaux qui jouent au foot. Et donc je lui ai expliqué mon projet. Il a vraiment adhéré à ce projet-là. D'ailleurs, il m'a beaucoup soutenu et épaulé par rapport à mes différents événements qu'on a fait, puisqu'on les a fait ensemble d'ailleurs. Il a compris en fait la philosophie que j'avais. Et donc le fait qu'on se comprenne, on a pu se compléter. Et à partir de ce noyau-là, on a récupéré encore d'autres personnes qui sont aussi des parents, des salariés, des chefs d'entreprise qui ont adhéré au projet et qui ont dit pourquoi pas mettre la pierre à l'édifice. Après, on est tous bénévoles, donc chacun le fait en fait à son rythme, parce que bien évidemment, on a tous des vies de famille, des emplois et autres, mais on essaie de se donner le maximum de temps pour essayer d'aider ces jeunes-là. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous recevons donc ce soir Olivier Touzolana, qui est cofondateur de l'association WeFoot, une association qui aime les jeunes et qui les accompagne en fait à intégrer des clubs professionnels en France et à l'étranger. Qu'est-ce qui nous a poussé à inviter Olivier Touzolana ce soir? C'est Touzolana ce soir, tant pour moi. C'est que son projet nous a semblé assez intéressant, au sens qu'il apporte du soutien à des jeunes footballeurs amateurs qui n'ont pas la chance d'être vus, d'être devant des recruteurs. Alors, pour comprendre de manière pratique, là, ça se déroule où? Alors, ça va dépendre des endroits. En fait, le dernier événement en date, il était le 15 juin, samedi 15 juin dernier, au stade Jules Ladoumègue à Vaux-en-Velin. On a eu l'opportunité d'avoir le président du club qui nous a laissé ses infrastructures pour pouvoir mettre en place le projet. On a réussi à réunir plus de 80 jeunes de Lyon, Paris, Marseille, d'un peu partout en France. Et on a pu aussi avoir l'opportunité de faire venir plusieurs recruteurs italiens, portugais, français et des pays scandinaves qui seraient susceptibles donc d'être intéressés pour justement récupérer des jeunes et les faire évoluer au niveau professionnel. Quand on parle de jeunes footballeurs amateurs, comment vous les recrutez? Qui les recrute? Ça se passe comment? Alors dans l'association, on a chacun sa partie et sa spécificité. Donc on a Cédric et Mohamed qui nous accompagnent également. Eux ont plus l'œil technique. Mohamed est coach en fait dans un club aussi de foot. Donc on regarde tous les matchs amateurs, les week-ends, on prend sur notre temps personnel, on sélectionne des joueurs qu'on trouve intéressants, on en discute, on essaye de voir les matchs ensemble, et après on fait des réunions pour savoir si tel joueur peut être intéressant pour qu'on puisse éventuellement le présenter à une structure professionnelle. Après ça reste quand même très subjectif, puisque c'est notre ressenti et on n'a pas tous le même ressenti, voilà, tout simplement. Et les jeunes qui sont recrutés, vous les recrutez où? Dans leur club directement. On les aborde, on leur explique notre projet, on crée une équipe, et à partir de cette équipe-là, on va affronter des clubs professionnels, ou alors on recrute, comme sur notre dernier événement, plusieurs jeunes, et on les fait s'affronter entre eux. Et là, c'est entre guillemets comme si on ouvrait un marché aux recruteurs en leur disant, voilà, c'est des joueurs intéressants, voire très intéressants, qui n'ont pas eu la possibilité d'intégrer un centre de formation. Regardez si ça peut vous intéresser, puis faites vos courses si ça vous plaît. Quand vous dites qu'ils n'ont pas eu c'est sûr, faites vos courses. Quand on dit qu'ils n'ont pas eu la chance d'intégrer un club professionnel, ça ne se joue pas sur la chance. Généralement, c'est sur les critères objectifs, Olivier Touzolana. Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a bien évidemment des critères objectifs, mais il y a aussi un facteur chance, dans le sens où, je vais prendre un exemple très, très concret, l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, si on part sur une génération par exemple de 2001, si on est un très bon joueur mais qu'on a la malchance d'être au même poste que le fils d'un coach ou autre qui va prendre notre place pendant 5, 6, 7 ans, ça ne veut pas dire qu'on est moins bon, mais ça veut dire qu'on n'a pas eu l'opportunité de pouvoir intégrer ce centre de formation-là. Après, il y a beaucoup de centres de formation, il y a énormément de choix, mais il y a aussi pas mal d'erreurs qui sont faites. Et la preuve, c'est que au mois d'avril, on a été en Italie avec 11 joueurs amateurs qui n'ont jamais intégré un centre de formation. On a joué contre un club professionnel italien, Virtus Entella, qui est un club de série B.
Ces jeunes-là, ils s'entraînent tous les jours, c'est leur métier, et on est parti quand même les battre chez eux directement. Donc ça prouve bien qu'on a du potentiel, notamment en Rhône-Alpes, et c'est ce qui m'a poussé en fait à le faire, c'est qu'on allait beaucoup chercher des joueurs à Paris. On disait que Paris c'était un vivier, mais on a une région, la région Rhône-Alpes, et maintenant, tout le monde le sait, dans le Rhône-Alpes aussi, on a un excellent vivier, donc on veut travailler dessus, et on veut être vraiment les précurseurs de ça, enfin, sortir nos jeunes du Rhône-Alpes pour aller intégrer les centres de formation. Le club. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous recevons donc ce soir Olivier Touzolana, qui est cofondateur de l'association WeFoot, une association qui aime et qui accompagne les jeunes amateurs, jeunes footballeurs amateurs à intégrer dans des clubs professionnels. J'insiste en fait que notre choix de le faire venir ce soir, c'est qu'il a organisé. Nous avons découvert un événement qu'il a organisé le 15 juin dernier, qui donne la chance aux jeunes défavorisés, on va le dire comme cela, dans le milieu du football, de pouvoir être en face des recruteurs en fait professionnels. C'est pas toujours évident. Et là, vous touchez du doigt quelque chose qui peut, à notre regard, en fait, semble une injustice. Quand vous parlez d'être footballeur et qu'il y a un joueur qui est très bon et qu'on n'a pas la chance, moi, à mon sens, c'est très objectif. Et vous dites que c'est pas toujours objectif. Allez un peu jusqu'au bout de votre idée. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là ? En fait, c'est... Comment dire ? Aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui ont ce rêve-là. C'est comme pour le travail. Aujourd'hui, si on dit que toutes les personnes en poste qui sont, je vais prendre un métier au hasard, ingénieurs, on va avoir des personnes qui ont les diplômes, qui sont très compétents et qui malheureusement ne trouvent pas de travail. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins bons ou moins bien formés que ceux qui sont en place ? Moi, je pense pas. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller chercher en fait du potentiel, du talent, aussi des valeurs humaines et essayer de trouver nous les choses qui vont motiver les jeunes, pouvoir les prendre et les emmener peut-être dans une voie parallèle, donc leur apporter une seconde chance, voire une troisième chance pour certains et essayer de les faire avancer tout simplement. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de prendre quelques nouvelles brèves. À tout de suite. Nous allons donc directement sur le continent et c'est en Mauritanie donc où les résultats affichés sur les pages Facebook de la Commission électorale nationale indépendante annoncent une victoire du général Ghazouani, le candidat du parti au pouvoir. Ils ont suscité donc la colère des partisans de l'opposition, les militants proches des candidats Biram Dad Aded, Sidi Mohamed Boubacar Khan Hamidou Baba et Mohamed Maouloud estiment que le pouvoir a confisqué leur victoire. Au Congo RDC, c'est l'Église catholique donc, qui appelle à la dépolitisation de la CENI. Le mandat des autorités de la CENI prend fin le 30 juin prochain et les tractations pour les remplacer sont en cours à quelques jours de cette date butoir. La puissante Église catholique sort de sa réserve. Elle appelle donc à une réforme de la centrale électorale, la révision donc, de la loi électorale en vue de la dépolitisation donc, de la CENI s'avère plus que nécessaire, a déclaré l'abbé Donatien Ncholet, secrétaire général de la CENCO, donc la conférence épiscopale du Congo. Et donc on retourne dans ce studio pour retrouver notre invité qui est Olivier Touzolana, donc qui est cofondateur de l'association WeFoot. Ils ont organisé donc le 15 juin dernier un événement sportif assez intéressant. De ce que nous avons retenu, c'est qu'en fait l'association donc, de M. Touzolana permet aux jeunes footballeurs amateurs qui n'ont pas la chance d'être face à des recruteurs, de pouvoir donc avoir cette opportunité-là, en organisant donc des rencontres sportives. C'était où précisément, Olivier Touzolana, votre événement ? Donc l'événement, il était au stade Jules Ladoumègue à Vaux-en-Velin. C'est le club de l'Olympique de Vaux-en-Velin. D'accord. Alors, vous parlez des recruteurs. Avant de parler des recruteurs, parlons des jeunes footballeurs en fait. Lorsque dans votre démarche, vous allez dans des clubs, rechercher des jeunes, comment savez-vous que ceux-là sont défavorisés et non... voilà. Alors, nous, on ne va pas chercher spécifiquement les défavorisés. On va regarder en fait par rapport au talent. Après, il s'avère qu'il y a beaucoup de jeunes, quand on dit défavorisés, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui n'ont peut-être pas les moyens
suffisant pour pouvoir faire les... Parce que c'est un coût quand même le foot, hein. Donc pouvoir faire les déplacements quand il faut, hors période de foot, pouvoir aller faire tenter leur chance à l'étranger. Pourquoi ? Pour des raisons financières. Et quand nous, on décèle, après on n'a pas la science infuse, hein, mais quand on décèle qu'il y a un potentiel et surtout une possibilité d'évoluer, on essaye de récupérer ces jeunes-là, leur donner en fait du perfectionnement, les perfectionner et après, sous notre étiquette, les présenter. Donc c'est pour ça que, comme je le disais, c'est un choix encore objectif. On peut nous aussi se tromper parce que c'est humain. Aujourd'hui, les recruteurs, ils regardent avec leurs yeux. Il n'y a pas il y a pas de vérité en fait sur les joueurs de foot, hein. On l'a bien vu avec Griezmann, avec Samuel Eto'o qui est parti au Havre et qui n'a pas été pris et qui finit meilleur joueur africain. Et pourtant, il était en France, dans un centre de formation, on l'a refusé. Antoine Griezmann, il n'a pas été pris à l'Olympique Lyonnais, il n'a pas été pris à Saint-Etienne. Aujourd'hui, il est champion du monde. Il joue dans l'un des plus gros clubs du monde. Donc, il n'y a pas de vérité, en fait, au niveau du football. Il n'y a pas de vérité, donc voilà, d'après ce que vous dites. Donc, les jeunes sont recrutés. Vous organisez donc la rencontre. Comment ça marche le jour J ? Le jour J, on va rester sur notre événement du 15. Le jour J, donc nous, on a fait des équipes qu'on pensait équilibrées. Et là, on a laissé les jeunes s'exprimer. D'accord ? Donc, on a fait 3 mi-temps de 30 minutes pour qu'ils puissent tous jouer au minimum 60 minutes. Parce qu'il y en a qui venaient de loin. On ne peut pas les faire venir que pour 15 ou 20 minutes. Donc, ils savent jouer au football. On les a sélectionnés. On connaît leurs qualités. Après, la force aussi, c'est de savoir l'aptitude que le joueur va avoir à pouvoir développer son football avec des personnes qu'il ne connaît pas. Donc, on parle de foot, mais il faut parler aussi d'intelligence. Parce qu'un bon joueur de foot, c'est pas juste une personne qui sait jouer avec ses pieds, c'est quelqu'un qui sait se positionner sur un terrain, qui sait prendre de l'information, qui sait lever la tête, qui sait distribuer, qui sait se rendre utile sur un terrain. C'est la raison pour laquelle on a des joueurs qui sont très très bons, mais avec lesquels on refuse de travailler par rapport à leur attitude, leur comportement. Bien évidemment, au niveau du talent, ils peuvent être beaucoup plus forts que certains, mais s'ils ne rentrent pas dans le cadre et dans l'éthique que nous, on veut représenter, on ne sera pas en mesure de travailler avec eux. Voilà des critères assez objectifs, ce qui montre qu'effectivement, ce n'est pas facile, c'est un métier. Mais vous-même, en fait, je veux dire, vous avez joué au foot, certes. Est-ce que ça suffit de savoir jouer au foot pour pouvoir mettre sur pied une structure de ce genre-là ? Pas du tout. Aucunement. Aujourd'hui, un bon joueur de foot, c'est pas spécialement un bon recruteur. Un bon joueur de foot, c'est pas spécialement un bon entraîneur. Alors on va me dire Zinedine Zidane, c'est un très bon joueur de foot, très bon coach, mais très bon coach avec de très bons joueurs aussi. Donc c'est des métiers totalement différents. C'est pour ça que sur cette structure-là, on est plusieurs et chacun vraiment va apporter sa pierre à l'édifice avec sa spécificité. Comment vous êtes arrivé à cela ? Alors en fait, c'est parti d'un jeune joueur qui habitait Villeurbanne, qui évoluait au club de Lyon-la-Duchère, que je trouvais vraiment très très bon et qui n'a pas pu percer parce qu'il était trop petit en fait en taille. Donc ça lui posait problème dans toutes ses détections. Et je lui ai promis que travaille avec moi et je t'emmènerai au plus haut niveau. Donc il m'a fait confiance. J'ai réussi à le sortir de Lyon-la-Duchère et je lui ai fait signer son premier contrat pro en Roumanie. Et ensuite, il a signé en Belgique. Actuellement, il est toujours en Belgique. Et je me suis dit, c'est bien ce que j'ai fait. J'ai pu aider un jeune. Maintenant, comment je peux faire en essayant de garder la même énergie, mais mutualiser en fait cette aide et essayer de faire ça avec le plus grand nombre de joueurs possible. Et c'est là où l'idée de créer l'association m'est venue. J'en ai discuté donc avec les 4 personnes avec qui je travaille. Et ils ont adhéré au projet. Ils ont dit, on va te donner du temps pour essayer de faire voir le jour à ton projet. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Il s'appelle Boubou Liondela. Du Conti protège. Mystique quoi. Beaucoup la Kaya Willy Bombito. Papi Séoul, na Lubumbashi.
pourquoi nasala semblant kolinga José PDG Jules Marel Lokela kokamwana na papi Kisaku aye kabongo mwela samilia sonyo soto tokolela kapasi kokana kate botikanga na lela José expression ressentie à motema na na bomba te n'exprimango ona yonye longa nakokate José Biomo na Boston kokamwana na Jino Itema Vegas Shekonzinkanda Michel Didier Axel Salon Bunker Matoge Jankunga chante Aya todo Ya todo Oreille, c'est toi mon oreiller. José Longaï, c'est toi mon oreiller. Metengue, la solo, Francine Longa. My lovely dodo. No matter what, José, I love you. Ce n'atterre pas mon lot tout dit loup. C'est toi mon oreiller. Francine Kadeli, Benny Kadeli. C'est toi mon oreiller. Achamovoto ancêtre Armand Wamouenge Botenayo pesa trop dévalorisante Allure na yeza kobomanga yelonga Soko mije na place na moko comprendre Nenge na nango yo José Rekete na ngae Conversa ta parole Nga jati na pesa mbongo Elo na bara yo Pour la première fois Mon pali a komata na zemia mwasi For the first time, a man get pregnant by a woman. Fanatisme neki, nana komiso bao. Ya José, Georges Kaloum et l'éléphant de l'île. Mon oreiller, c'est toi mon oreiller. Arnaud Wambassa sous-champion. La diva, mais je te rentre, chante. Jamais formé à la lanzala. Richard Kabala. Jamais formé à la lanzala. Nous intelligents les moïka. Mon attendant moi li pavé tantangwa. Mon attendant moi bé tantangwa. Bien, donc on retrouve notre invité de ce studio qui ce soir est donc Olivier Touzo-Lana qui est venu parler de son projet sportif qui est également un côté insertion socio-professionnelle en fait. Avant donc de retrouver Olivier, on a notre chroniqueuse qui est bien installée. Il s'agit de Charlène. Une fois de plus, bonsoir. Et de quel livre on parle ce soir? Alors, bonsoir à tous. Et donc, ce soir, nous allons parler du livre de Michelle Obama, donc comme je disais tout à l'heure, qui s'intitule « Devenir » et « Becoming » en anglais. Et ce qui est intéressant, en fait, avec cet ouvrage-là, c'est que c'était l'un des ouvrages les plus attendus de l'année dernière, vu qu'il émane effectivement d'un personnage politique public très connu, qui est Michelle Obama, donc la première dame noire des États-Unis d'Amérique, ce n'est quand même pas rien, dont on découvre, en fait, au fil du livre, son quotidien, somme toute ordinaire, et le quotidien, en fait, d'une femme, d'une épouse, d'une maman, qui doit faire face aux défis de la vie. Donc, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Et c'est un ouvrage quand même assez volumineux. Donc, j'espère ce soir, Juvenal, que je dispose quand même de plus de 5 minutes. Là, nous avons plus de 5 minutes parce que j'ai essayé de le lire, j'ai pas pu. Donc, ce soir, on va essayer de découvrir ensemble, en fait, ce qui se trouve dans l'immensité de ce livre-là. Parfait. Donc, aussi, avant de continuer, j'aimerais dire aux auditeurs aussi qui sont intéressés par la lecture et notamment de ce livre-là, que mon blog est opérationnel. Donc, le blog, c'est mordudelivre.com. Donc, vous pouvez vraiment vous procurer toutes les informations en profondeur sur ce livre-là, puisque ce soir, je ne pourrais de toute façon pas trop rentrer dans les détails, mais je donnerai les grandes lignes. Donc, je disais que le livre s'intitulait Devenir. Et donc, la première question qu'on se pose quand on a ce livre en face de nous, c'est la question de savoir devenir quoi ou devenir qui exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est devenir finalement Michelle Obama en tant que personne? Donc ça, c'est vraiment l'une des questions que je me suis posée. Est-ce que c'est devenir son parcours de vie,
une autre question qui est apparue lors des lectures que j'ai pu faire de son livre. Est-ce que c'est devenir sa famille ou c'est tout simplement devenir soi-même par le truchement de son parcours personnel? Donc ça, je pense quand même que c'est un aspect qui est plutôt intéressant à avoir en tête lorsqu'on lit ce genre d'ouvrage. Donc Et là, 3 parties. C'est pour devenir qui alors? Justement, donc 3 parties qui vont répondre à ces différentes questions que je vous ai énoncées tout à l'heure. La première partie s'intitule « Devenir moi ». Donc là, vous comprenez très bien que Michelle Obama va livrer des informations qui sont propres à son parcours, à sa vie. On y apprend justement qu'elle a grandi quand même dans une famille pauvre, que ce n'était pas évident pour elle, qu'elle a eu un père quand même qui était handicapé, que son parcours n'a pas été évident, qu'elle était dans un quartier difficile. On dirait pas quand on la voit. Évidemment, mais c'est exactement ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est l'un des éléments qu'elle a voulu faire paraître dans son livre, c'est que quel que soit le parcours de vie qu'on peut avoir, l'enfance qu'on peut traverser, il faut pas trop rester attaché à ça. Donc dans cette première partie, justement, on découvre l'enfance de Michelle Obama au travers de sa vie d'écolière, de collégienne, de lycéenne, d'universitaire. Et en fait, au fur et à mesure de sa progression de vie, elle va se rendre compte de toutes les discriminations qu'il y a autour d'elle et qui est propre, en fait, ces discriminations qui sont propres à la communauté noire dont elle fait partie. Donc ça, c'est vraiment la première partie du livre. Et elle donne aussi des prémices de sa rencontre avec Barack Obama, qui deviendra quand même premier président noir américain, que l'on connaît très bien. C'est ce qu'on va entendre, là. Tout à fait. Et donc là, elle livre justement la rencontre avec cet homme-là à qui elle fera confiance quand même, mais qui, je le rappelle, quand même aussi avait passé son stage au sein du cabinet d'avocats dans lequel elle était cadre. Donc en fait, c'était une relation assez disproportionnée. Michelle Obama était le chef, entre guillemets, la chef de Barack Obama, qui plus tard va s'avérer justement être le premier président noir. Donc ensuite, on a la deuxième partie. Son chef, en fait, à la fin. C'est ça, tout à fait. La deuxième partie, Devenir nous. Devenir nous, en fait, c'est une partie qui est totalement axée sur la construction du couple de Michelle Obama et de Barack Obama. Et en fait, Devenir nous, c'est aussi l'expérience politique dans laquelle Michelle Obama sera embarquée un peu malgré elle. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant à noter parce que, comme vous le savez tous, Barack Obama va être élu premier président noir, encore une fois, en 2008, puis réélu en 2012. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments sur la vie personnelle de Michelle Obama dans cette deuxième partie. Michelle Obama n'était pas... En fait, on y apprend qu'elle n'était pas heureuse dans son métier d'avocate. Elle a voulu justement changer de métier au fil du temps et pour s'intégrer justement dans l'administration publique. Donc ça aussi, c'est un élément que j'ai trouvé intéressant parce que elle a quand même fait le choix de quitter le privé où elle gagnait suffisamment d'argent pour intégrer la sphère publique où elle admettait, ou du moins elle considérait qu'elle apportait beaucoup plus, elle était beaucoup plus en accord, en tout cas avec ses convictions. Et vous imaginez bien avec moi que l'un de ses combats a été justement de se battre pour l'intégration des populations noires, beaucoup plus que ce que ça n'était, en tout cas à cette époque-là, ou même encore aujourd'hui. Et l'un des aspects, moi aussi, qui m'a touchée particulièrement en tant que femme, bien entendu, c'est bien entendu la difficulté que les femmes, de manière générale, à travers le monde, rencontrent pour allier leur vie privée et familiale avec une vie professionnelle. Notamment lorsqu'on est marié à un homme d'une telle envergure que celle de Barack Obama. Et permettez-moi justement de lire très rapidement un passage qui le stipule. « Je voulais vivre avec l'entrain, l'optimisme, l'indépendance d'une femme qui ne songe qu'à sa carrière. Et en même temps, j'étais attirée par la normalité rassurante d'une existence, promise au sacrifice de soi et apparemment insipide, d'épouse et de mère. » Donc là, ce passage-là, en fait, montre bien le jeu d'équilibriste auquel les femmes du monde entier sont confrontées, et notamment lorsqu'elles sont avec des hommes qui sont promis à des carrières politiques comme l'a été Barack Obama. Pour terminer justement là-dessus, on va finir avec la troisième partie du livre qui est Devenir plus. Donc une fois que Barack Obama sera élu président de la République, réélu en 2012, là Michelle Obama va nous raconter un peu ce qu'elle va vivre au sein de la Maison-Blanche en tant que femme noire, bien entendu. Et elle explique justement que pour elle, il était important de trouver des choses à faire, vu que c'est une femme quand même intelligente,
il fallait qu'elle trouve justement des choses à faire dans cette Maison Blanche où généralement les premières dames n'ont pas véritablement de rôle conséquent. Donc ce qu'elle va faire, c'est donner plus de voix, plus de visibilité justement aux veuves des soldats américains qui vont combattre dans le monde entier. Elle va mettre en place un potager pour défendre justement au sein de la Maison Blanche une alimentation équilibrée. Et c'est tout ça justement qui va faire en sorte qu'elle puisse vivre véritablement au sein de la Maison Blanche. Que retenir finalement de cet ouvrage très très rapidement ? Pour moi, j'ai trouvé en fait que c'était un ouvrage qui était véritablement nourri et rempli d'espoir. C'était un message d'espoir, je pense. C'est un message d'espoir pour les femmes, pour la communauté noire à travers le monde et pour les responsables politiques. Alors, pourquoi pour les femmes ? Tout simplement parce que Michelle Obama est une femme et elle nous invite à prendre conscience très tôt de la responsabilité qui est la nôtre dans nos choix de vie quotidiens. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se lamenter à longueur de temps sur le passé qu'on a pu avoir ou l'enfance qu'on a pu vivre et se prendre en main suffisamment vite pour pouvoir justement passer le cap vers d'autres horizons. Ensuite, un message d'espoir pour la communauté noire, puisque comme vous le savez, lorsque Barack Obama va être élu, ce sera en fait un message d'espoir pour toute une génération de jeunes noirs américains et même dans le monde entier qui justement ont une histoire assez meurtrie et empreinte de blessures, notamment aux États-Unis. On sait très bien avec les épisodes de ségrégation. Et en fait, cette élection va donner la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir justement avoir de l'espoir par rapport justement à ce parcours-là. Charlène, est-ce qu'elle n'a pas donné, il n'y a pas quelques recettes, quelques astuces, comment faire pour s'en sortir? Parce qu'être quand même à l'ombre d'un Barack Obama, c'est pas évident. Comment elle a fait? Alors, elle a tout simplement trouvé, comme je disais, des aspects ou des choses à faire. Il faut savoir aussi que Michelle Obama n'a pas arrêté d'exister parce que justement elle était première dame. Au contraire, ça a été un tremplin supplémentaire pour elle, pour se mettre au service de causes qui pour elle étaient vraiment et demeurent pour elle véritablement importantes, notamment justement une meilleure intégration des populations noires. Peu importe les politiques publiques qui sont mises en place, trouver la possibilité justement, au travers de ces politiques publiques, de donner la chance à tout le monde d'être représenté dans les administrations publiques, mais surtout aussi donner la chance justement à des jeunes femmes de ne pas faire le choix de mettre une croix sur leur carrière plutôt que justement de se livrer totalement et entièrement à leur vie familiale. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes rendus dans le dernier cadre de ce magazine et c'était donc la chronique mordue de livres de Charlène Ongota qui ce soir nous parlait du livre de Michelle Obama, Becoming, Devenir. Devenir. Et c'est avec Devenir qu'on va continuer dans ce dernier cadre. On va essayer de comprendre en fait ces jeunes aussi que Olivier Touzolana, pour ceux qui prennent notre en marche, en fait, qui est notre invité de cette émission, qui nous parle en fait de son parcours et également de ce qu'il fait dans son engagement associatif avec ces jeunes footballeurs. Le devenir de ces jeunes-là, on parle d'insertion, vous parlez de recruteurs, donc de ceux qui vont permettre à ces jeunes d'avoir une vie professionnelle, donc vous leur offrez la possibilité de venir, de gagner leur vie, de gagner de l'argent avec ce qu'ils font. Est-ce que c'est évident? Alors c'est pas évident. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut leur apporter, c'est un nouveau statut. Pour la plupart, ceux qui sont déscolarisés, c'est d'essayer de trouver un emploi. Donc on va essayer de réinsérer les jeunes. On va essayer aussi, dès le plus jeune âge, parce qu'on commence à l'âge de 10 ans, de les conserver donc, sur les bancs de l'école, le plus possible, à travers tout ce qui va être sport-études. C'est-à-dire que ce qui va les motiver aujourd'hui, c'est de pouvoir faire leur passion. Et là, ça va leur donner en fait le goût de pouvoir continuer l'école avec l'objectif de continuer le sport. Parce que on a beau dire, bien sûr, c'est un projet sportif, mais ça s'avère beaucoup aussi, ça ressemble beaucoup à un projet politique. Donc moi, aujourd'hui, je suis pas politicien, mais pour moi, la politique, c'est simplement l'art de gérer les hommes et les biens, tout simplement. Olivier, on y arrive. Vous parlez de politique, de pas politique, mais c'est aussi de la politique, parce qu'en fait, voilà, vous avez une vision. Vous savez où vous allez avec ces jeunes. Vous les prenez de
d'un stade, c'est-à-dire d'une situation, pour l'amener dans une autre situation, en fait. C'est ce que... Donc, on parle pas de politique politicienne ce soir, hein, c'est pas l'objet, mais on va essayer de comprendre, parce que là, on parle d'une épouse d'homme politique, et pour faire le lien avec le livre de Michelle Obama, Charlène, en préparant cette émission, vous disiez effectivement que Michel et Barack ont eu à travailler dans des mairies, en fait, pour dire effectivement qu'en fait, ce genre de projet n'est pas toujours évident. Devenir, arriver au plus haut sommet, ce qui semble en fait pour un homme politique, en fait, être chef d'État, ça a toujours l'air... on a l'impression qu'il y a un parcours classique, mais c'est pas toujours évident. Oui, c'est pas toujours évident, oui, tout à fait. Vous avez raison de le souligner. D'autant qu'en plus, Barack Obama, effectivement, va avoir un long parcours. Un très long parcours. C'était un universitaire, un écrivain. Il a travaillé en tant que sénateur. Ensuite, ou bien avant, il a travaillé d'abord en tant que bénévole au sein de l'association. Donc, le parcours est très, très, très long pour arriver là où il est arrivé. Il faut aussi beaucoup d'investissement personnel. C'est pas toujours évident, oui. Il faut de la patience. Et c'est là où je regarde donc notre invité de ce soir, Olivier Touzolana. J'imagine, j'ai vu une alliance là. Vous avez une alliance, ça se sent que vous êtes mariés. Exactement, Vous oui. trouvez le temps pour la famille? On essaye toujours. Hein. Vous essayez ou vous le faites? Est-ce qu'elle nous écoute ce soir? Elle doit sûrement écouter. Elle doit sûrement écouter. Elle va se dire bien. Moi, mon but n'est pas que... Le soir, c'est que vous puissiez rentrer à la maison ce soir et que ce n'y ait pas de problème. Pour comprendre... Donc, mais la question, je vais vous la poser. Donc, vous rencontrez des jeunes. Les familles sont derrière, j'imagine. Les familles sont derrière. Alors, pas au démarrage, mais quand ça commence à pousser un petit peu plus et à devenir un peu plus sérieux, là, on a affaire à la famille. Ce qui est positif, mais qui peut aussi être négatif. Parce que dans cette émission, quand on invite des profils comme le vôtre, en fait, c'est pour donner la possibilité à ceux qui n'y croient plus de se dire que c'est possible, en fait, il faut y croire. Et donc, Olivier, ce soir, en fait, Olivier Touzolana, donc ce soir, nous parle de ces jeunes qu'il va chercher et il parle aussi de vous-même, de votre parcours. Quelles sont les soutiens, c'est une émulation d'encourager d'autres aussi à pouvoir le faire, à penser à ceux qui sont les plus faibles. Vous avez un engagement aujourd'hui qui est sportif, on dit qui est associatif, mais est-ce que vous pensez également, ça ne vous tente pas de pouvoir faire autre chose que du sport? Bah bien évidemment qu'après ça nous parle, parce qu'aujourd'hui rencontrer des personnes, aller essayer d'aider les autres, bah, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui s'apparente quand même beaucoup à ce que vont faire les hommes politiques. Après, avec aucune prétention, parce que c'est pas notre domaine, c'est pas notre métier, mais on sait rassembler les gens, on sait aller les rencontrer, on sait aller les voir également. Et c'est vrai que aujourd'hui, bah moi j'aimerais le faire aussi plus pour les gens de ma ville, parce que moi je suis d'Oulin quand même à la base. Aujourd'hui, j'aide des jeunes de Paris, de banlieue, etc. Mais ce serait une fierté aussi pour moi de pouvoir aider les jeunes d'Oulin. Et aussi les jeunes de Villeurbanne, parce que j'ai aussi un pied de chute à Villeurbanne, donc par le biais d'une association qui a été fondée par un ami à moi qui s'appelle Clément Charlieu. Donc, c'est une association, mais c'est un mouvement citoyen qui s'appelle Un Nouvel Élan, auquel j'ai adhéré aussi déjà depuis un petit moment, et qui aujourd'hui va essayer d'aller rencontrer les citoyens, connaître leurs problématiques et essayer d'apporter des solutions. Olivier, honnêtement, les gens n'y croient plus aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous parlez de ce que vous faites là, c'est intéressant. C'est du concret. Mais des mouvements, des idées, c'est difficile à y croire. Parce qu'on a le sentiment qu'en fait, hier, on avait la gauche, la droite, le centre. Des mouvements naissent tous les jours. Et finalement, on a l'impression qu'en fait, c'est des nombrilistes, des gens qui pensent à eux et puis qui vont entraîner les gens. Alors, on peut penser ça, et ça, c'est comme tout, hein, libre à chacun de penser ce qu'ils veulent penser. Aujourd'hui, moi, pourquoi j'ai adhéré à ce mouvement-là? Parce que j'ai vu en fait les convictions de la personne, j'ai vu aussi ses attentes, ses motivations, et puis j'ai vu aussi son travail concret en fait sur le terrain. Et ça m'a beaucoup fait penser à ce que je fais aujourd'hui au niveau sportif, c'est-à-dire qu'on a une idée, on a une vision, et on agit en fait pour arriver et atteindre notre but final. Donc c'est ce qui m'a beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup apprécié, et ce qui m'a fait aussi qui m'a donné aussi envie d'avancer pour ma ville aussi, et aussi dans ma direction aussi. Comment ce projet est accueilli dans votre ville justement? Pardon? Comment votre projet est accueilli dans votre ville? Malheureusement, il n'est pas accueilli du tout parce qu'on n'en a pas parlé dans notre ville, d'accord?
parce qu'on a fait un peu ce que fait tout le monde, c'est se dire aujourd'hui on vient d'ici, personne nous a donné un coup de main, alors qui va nous aider? Alors que la vraie question à se poser, c'était déjà aller voir les gens de la ville pour leur dire déjà est-ce que ça peut vous intéresser? Mais comme tout, on commence toujours par l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai pu voir ce que ça faisait à l'extérieur et j'ai envie de me servir de cette expérience extérieure pour le faire chez moi aujourd'hui. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans ce travail que vous faites? Les principales difficultés, ça va être les difficultés financières. On parlait du temps, on parlait des difficultés financières. Aujourd'hui, avec les personnes avec qui je me suis associé, c'est nous qui finançons tout avec nos propres moyens. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui, on va commencer à chercher donc des mécènes pour pouvoir nous accompagner, pour justement aider cette jeunesse-là et essayer de rentrer en contact aussi avec la ville pour leur montrer qu'on est capable de faire des choses, mais on voulait aussi venir et rencontrer la ville avec du concret en fait. Pas avec des suppositions, des hypothèses ou que des projets. C'est bien intéressant ce que vous faites, Olivier, mais voyez-vous, quand on vous regarde, on voit un jeune noir. C'est pas péjoratif, hein. Heureusement, c'est ça qu'on vous distingue. Quand vous le faites, est-ce que vous pensez à des jeunes comme vous, des jeunes noirs, qui eux n'ont pas eu ces possibilités-là, par exemple? Pour la plupart des jeunes qu'on aide, c'est des jeunes qui nous ressemblent. Donc c'est des jeunes soit noirs, soit maghrébins. On a des jeunes français aussi. Mais pour la plupart, c'est vraiment des jeunes qui peuvent s'identifier en fait à nous. Donc, et aussi l'objectif, c'est de réinverser la tendance, c'est de leur donner aussi leur chance, pas parce qu'ils sont noirs, hein, mais parce qu'ils ont le talent et parce qu'ils sont là à l'instant T, au bon moment, quoi. Je l'ai entendu tout à l'heure, vous disiez effectivement que être footballeur, être recruté, c'est pas seulement savoir jouer au ballon. Les aptitudes, c'est intéressant. Vous parliez également de ce qu'on appelle aujourd'hui communément les savoir-vivre. On a aussi l'impression que parmi ceux que vous venez d'indiquer, là, les Noirs et les Maghrébins, souvent les savoir-vivre ne sont pas au rendez-vous. Alors ça me fait un peu sourire. C'est une impression. Maintenant, vous qui êtes sur le terrain, dites-nous, qu'en est-il? Ça reste une impression. Alors c'est vrai que pour certains, c'est vrai qu'il n'y a pas de savoir-vivre, pas de savoir-être, mais c'est pareil pour tout le monde en fait. On va plus parler de Noirs ou de Maghrébins, on va parler des jeunes en général. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le jeune qui est comme ça. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de ramener, c'est déjà ramener les jeunes vers nous et mettre en place, comme je disais, des valeurs, la politesse, le courage, l'amitié, le contrôle de soi, la sincérité aussi, la modestie, parce que c'est des gens qui vont partir de rien, mais qui vont être amenés à gagner beaucoup, beaucoup d'argent. On ne peut pas le faire avec n'importe qui. On est obligé d'avoir une bonne approche et une bonne connaissance des familles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est pas forcément les jeunes qui sont pas bons. Ça peut aussi venir de l'entourage aussi. Après, on va beaucoup parler d'honneur et de respect aussi, parce que c'est des valeurs qui restent très importantes. Le football, ça reste quand même un sport. Donc, qui dit sport dit règles, dit valeurs. Donc, on essaye d'allier un petit peu tout ça et de faire notre propre mayonnaise. Je voudrais insister un tout petit peu parce que là, quand on parle des jeunes, tout à l'heure, le livre de Michelle Obama nous parlait effectivement de Michel et de Barack. On parle d'une famille. La place de la famille dans votre projet. Vous pensez aux jeunes, c'est fort intéressant. Mais sachant que c'est la famille qui transmet ce qu'on appelle communément, ce qu'on appelle aujourd'hui les savoir-être. Bien sûr. Quelle est la place des familles dans ce que vous faites? La place de la famille, elle est importante, elle est au cœur de notre projet, puisque normalement, et c'est ce qu'on veut, notre lien premier, c'est le lien familial. Et on va demander, en fait, nous, on va juste être un relais des parents. C'est-à-dire que nous, on ne va pas éduquer les enfants. On va récupérer, en fait, des enfants qui ont été déjà éduqués, plus ou moins, parce que voilà, il y en a certains qui vraiment se débrouillent et qui s'éduquent, parce qu'il y a l'éducation qu'on donne à la maison. Mais moi, maintenant, je suis parent, donc je le vois bien. À partir du moment où notre enfant il sort de la maison, il est livré à lui-même. Là, les parents, on n'a aucun poids sur ce que vont faire les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aussi dire ces enfants sont mal élevés, c'est à cause des parents. Alors qu'il y a des parents, quand on les voit, quand on les rencontre, qui éduquent très très bien leurs enfants. Et malheureusement, arriver dehors, l'influence, les fréquentations font que ça peut un peu dériver. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme, Olivier Touzolana. Alors, on se rend compte qu'en fait, c'est assez intéressant. On espère que vous trouverez encore le temps de venir nous trouver. Parce que pour sûr, j'ai observé Charlène tout à l'heure, elle avait des questions, mais j'avoue que j'étais très gourmand. Je n'ai pas laissé le temps de pouvoir aussi vous en poser. On espère vous avoir prochainement. Merci pour l'invitation. Ça se fait un plaisir pour une première en plus à la radio. Donc...
Très enchanté d'être venu. Très bien. Charlène, merci à vous. Merci. On espère vous retrouver prochainement et qu'il y aura cette fois-là, on aura le temps de vous laisser de poser les questions à Olivier. Très bien. De manière à dérouler, en fait, voilà, son programme. Alors, très rapidement, les prochains rendez-vous, ça va être où? Alors, on a très prochainement en juillet des rendez-vous au Portugal, en Suisse, en Bulgarie et en Angleterre. Donc, on va avoir un mois de juillet assez chargé. Merci. Merci encore. Excellente soirée à vous. Bonne soirée. Et on se retrouve Merci, très prochainement. bonne soirée. Merci. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio